Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Confidence pour Confidence. Aujourd'hui, on reçoit un homme aux multiples casquettes, aux multiples facettes, j'ai envie de vous dire. Il est entrepreneur, il est conseiller auprès des sportifs de haut niveau, il est membre du directoire à l'OM, professeur, vice-doyen de la faculté des sciences du sport d'Aix-Marseille Université et créateur de l'Académie des coachs et du programme Rebond, professeur des universités. En fait, c'est un homme qui est capable de plein de choses, capable de passer d'un monde à l'autre avec un naturel vraiment déconcertant. Un parcours aux mille et une vies qui puise ses racines dans les quartiers nord de Marseille, là où il a grandi. J'ai l'immense plaisir de recevoir Pierre Dantin. Pierre, bonjour. Bonjour Patrice. Alors justement, comment ça va ? Plutôt pas mal, ma foi. Plutôt pas mal. Heureux d'être avec vous aujourd'hui. La première confidence dans l'émission, c'est cette citation qui guide un peu ta vie, qui te donne la niaque, l'envie d'avoir envie. Ton moteur au quotidien, c'est proprement ne valoir rien que d'être utile à personne. C'est ça ? Oui, je me reconnais parfaitement dans Descartes. Oui. Je crois que je suis construit dans la volonté d'être, bien sûr, de faire des choses, mais pas seul, et au nom de quelque chose de plus important que moi, systématiquement. Pierre, tu es issu d'un milieu ouvrier élevé par deux femmes. Ta grand-mère, la nonna, italienne, si on peut dire, et puis ta maman. Ta maman, la mère Courage, professeure de français dans un LEP. Alors, quels sont tes souvenirs d'enfance, justement, et qu'est-ce que tout ça t'a appris ? Alors en fait, il y a une figure, féminine présente dans la réalité de mon éducation. Mon père était malade et il faisait comme il pouvait pour survivre. Une grand-mère aimante, qui m'a donné des règles, qui m'a donné des codes, qui m'a donné des valeurs de transmission, et puis une mère qui faisait comme elle pouvait, on l'a dit, et qui essayait de m'élever en sachant que mon père était perdu. Parce qu'en fait, j'ai passé ma vie à attendre que mon père meure. Parce qu'on me disait toujours, il en a pour quelques semaines, quelques mois, et ça a duré quelques années. Donc, je me suis aussi construit, et je vais vous faire une vraie révélation, parce qu'on est dans Confidence pour Confidence. Mes humanités, je les ai faites dans les bars. J'ai été élevé par des amis qui avaient des bars, des établissements. J'étais joueur de jeux provençal, donc de pétanque. Et je suis tout ce que vous avez dit, mais Patrice, si vous acceptez l'idée, c'est aussi un bouliste qui vous parle aujourd'hui. Et j'en suis quelque part assez fier parce que j'aime l'authenticité. J'aime que les gens soient sincères, et à partir du moment où j'ai accepté d'être avec vous, je vous devais cette sincérité. Donc oui, ma grand-mère, ma mère, et mes amis d'enfance, mes amis de toujours, dont, paraît-il, je fais quelquefois la fierté, me disent-ils, pour être tellement différent d'eux, mais si proche d'eux par nos valeurs éducatives de base, par la genèse un peu de ce qu'ils m'ont permis de devenir. Habituellement, on se tutoie, donc on va continuer dans Confidence pour Confidence à se tutoyer. Tu te définis d'ailleurs comme un enfant de Campagne-l'Évêque qui était, je cite, nul à l'école. C'est ta prof d'italien qui t'a mis ça dans la tête, en fait ? Non, c'était très vrai. C'était très vrai. J'avais des moyennes catastrophiques. Et dans ma classe de 3e, j'étais borderline CPPN. Et on pensait davantage à s'occuper comme on pouvait qu'à suivre la réalité de l'excellente éducation que ne manquait pas de nous aider des profs. Mais je pense qu'à bout d'arguments, elle avait dit un jour à ma mère que si je voulais être pompier, c'était déjà pas mal. Et ça serait presque miraculeux si je réussis. Finalement, je peux que la remercier parce qu'elle a été mon premier coach, quoi. Parce que j'ai dit, mais comment peut-on juger quelqu'un en le connaissant si peu ? J'avais un mal fou, moi, à me connaître et donc me taxer d'une étiquette comme ça de nul, alors qu'effectivement, je ne correspondais pas au canon du moment, à la norme du moment, mais j'avais un moteur allumé en moi et je lui reproche de ne pas l'avoir vu. Et je me suis fait le serment d'un jour devenir prof pour peut-être venir compenser ce que ma gentille prof d'italien avait oublié de me dire. Alors justement, l'entraînement, on parle du monde du sport. Pour toi, ça a commencé dès le collège. Ces gens qui ont essayé de un petit peu t'écraser quand tu étais plus jeune. Tu penses que c'est à eux que tu dois ta motivation, ta rage, ta niaque, ta gagne ? Alors, je crois que c'est un cumul de choses. Parce que d'abord, avant d'être ce que je suis devenu, j'ai été un peu oppressé, soumis. On m'a embêté.
On m'embêtait pour des billes, pour des soldats, et puis un matin, je me suis réveillé, j'ai décidé qu'on ne m'embattarait plus jamais. Donc, j'ai découvert la première activité physique majeure dans une cour de récréation, c'est la bagarre. J'avais en moi une forme de violence, ouais, de rage. Ouais, j'avais pas envie, j'avais vraiment pas envie qu'on m'impose ce qui n'était pas moi et ce qu'on n'avait pas à m'imposer. Et puis les autres autour de moi qui étaient à l'unisson. Donc nous étions, vous savez, les quartiers nord à Marseille, tels que je les ai vécus, c'était à la fois identitaire et c'était aussi une façon comment dirais-je, d'apprendre la vie. Une école de vie, mais une école de vie réelle, avec des anciens qui faisaient ce qu'ils faisaient, des plus jeunes qui dérivaient. Et moi, je suis resté dans mon couloir de nage, en fait. J'aurais pu sombrer dans plein de choses, mais je suis resté dans mon couloir de nage parce que j'avais une éducation forte, j'avais un rapport au sport, je jouais au rugby, je faisais du sauvetage, et puis surtout, je crois qu'on a réussi à m'exfiltrer pour m'envoyer dans un lycée agricole où, très sincèrement, je me demandais ce que j'allais y faire. Les 4 premiers jours, je me suis battu, et au 5e, on a commencé à se parler, et j'ai découvert des gens vrais. En fait, j'ai découvert des gens qui correspondaient à ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire être entouré par une forme de bienveillance relative, un haut niveau d'exigence, et puis fais quelque chose tous les matins, parce que la nature autour de toi t'attend, donc donne un peu du sens à ta vie. Voilà, en fait, les lycées agricoles m'ont permis de donner du sens. Et de faire des jolies rencontres. Donner du sens pour donner envie, on le dit souvent. La passion dans tout ça, la passion du sport en particulier, comment elle t'est venue? En fait, je ne vais pas faire pleurer les chaumières, mais quand on est dans notre univers au départ, les espoirs d'être quelque chose, ils se restreignent et il faut l'imaginer. Donc j'ai beaucoup rêvé. J'ai beaucoup rêvé. Et je rêvais d'aller aux Jeux Olympiques, parce que c'était une forme métaphorique. Rêve exaucé ou pas? Oui. J'ai participé à 4 Olympiades, en préparation olympique, en coaching d'athlètes, en accompagnement d'entraîneurs. Et donc, ce rêve, que je me savais inaccessible par mes capacités physiques, je l'ai vécu, en fait, par transfert, mais en accompagnant, en étant un acteur réel. Puis je rêvais aussi de l'Olympique de Marseille, parce que quand on est né dans les quartiers nord, on était tous supporters. Et puis il y avait une culture de la transmission chez nous. J'allais au stade Vélodrome avec mon père, dans les quarts de virage à l'époque, et où on t'enseignait la réalité de ce qu'est aussi la fierté d'appartenance. Allez, on change de sujet. Prof, l'école. Devenir professeur, c'est un peu pour toi quand même, quand je t'écoute, quand je te vois, une revanche sur la vie ou une véritable vocation? C'est une bonne question. C'est d'abord une revanche. Je ne peux pas le cacher. Et je ne peux pas le nier. C'est une revanche parce que je suis aujourd'hui professeur des universités avec un titre assez important dans le monde académique. Je suis de classe exceptionnelle, je dirige une unité de recherche, je suis vice-doyen d'une faculté. Donc c'est une forme d'aboutissement, mais non, en fait, tout commence. Parce que si j'ai fait tout ça, et c'est là où le moteur en fait de la vocation s'est allumé aussi, c'est que, parce que j'ai envie de transmettre, j'ai envie de montrer que c'est possible, j'ai envie de, d'accompagner énormément mes étudiants qui ne font pas de recherche aux soft skills de ce qu'est la réalité de la vie et de ce qu'on n'apprendra jamais à la fac, mais en même temps je suis très, très orthodoxe sur la réalité de ce que veut dire être enseignant-chercheur, parce que tu ne dois pas trahir l'univers qui t'a choisi. Parce que moi, je peux dire que le monde académique m'a vraiment choisi, parce que je suis vraiment construit sur une académisation un peu buissonnière, avec des gens qui m'ont fait confiance, et cette confiance, en fait, et d'où je viens, on ne trahit pas. La confiance, ça amène toujours à la victoire. La victoire, on la sent profondément, au fond de toi. Alors, la défaite, ça signifie quoi pour toi? Alors, pendant très longtemps, la défaite était pratiquement une destruction de mon ego, de ce que j'étais. Ah oui, ça veut dire que tu es un mauvais perdant, ça? Je l'ai été beaucoup. Et puis progressivement, depuis une vingtaine d'années, j'ai découvert en fait que la défaite, à partir du moment où on peut dire zéro regret, elle est extraordinairement nourrissante, parce qu'elle apprend de ses frustrations, et elle est d'autant plus extraordinairement nourrissante qu'elle montre aussi tout ce qui reste à apprendre sur soi, sur les autres, et les progrès à faire. Donc, j'ai désormais intégré la logique de défaite, ou d'échec, ou d'erreur. J'ai bien dit échec, erreur, j'ai pas dit faute, hein, comme un moteur essentiel,
et de l'apprentissage et de l'esprit d'entreprise et bien sûr de l'engagement dans le sport. L'engagement dans le sport, c'est aussi la jeunesse. Et la jeunesse, c'est la transmission. C'est important, je sais, pour toi. Et c'est quoi ta plus belle histoire avec un jeune ? Alors, mes plus belles histoires sont ce que je vis aujourd'hui dans mon unité de recherche, où je suis entouré de gens extraordinaires qui me suivent dans les projets d'académisation très, très particuliers. Quel projet, par exemple ? C'est le secret pour personne aujourd'hui que mon unité de recherche, que j'ai le plaisir de diriger avec mon ami, le professeur Patrice Viens, a pour but et objectif d'être auxiliaire du rétablissement psychologique et social des patients atteints de cancer. Et donc je suis entouré de gamins et de gamines qui font leur thèse ou qui font leur post-doctorat avec moi ou qui deviennent maîtres de conf, et puis certaines d'entre elles qui m'accompagnent depuis la première heure, qui me boostent et qui en même temps me permettent de revenir un peu en arrière en me disant voilà, quelque part j'ai envie de leur transmettre tout ce que j'aurais aimé que l'on me transmette quand j'avais leur âge, plutôt que de me dire que j'étais nul. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, tu es aussi un véritable expert du sport, mais aussi en management. Le management, c'est important. L'accompagnement, chez BPI France, d'ailleurs, c'est un métier à part entière. Comment tu arrives à combiner les deux ? En fait, je me suis construit dans l'esprit d'entreprise. J'ai été chef d'entreprise et ça m'a permis de découvrir extraordinairement de moi. Et ensuite, j'ai voulu comprendre pourquoi, quand je parlais, on me disait « Ah, tu as du leadership » ou quand je rencontrais quelqu'un que je trouvais fascinant, on me disait « Tu as vu ce charisme ?» Donc j'ai voulu donner des significations à ces mots. Et puis le hasard des rencontres, une belle rencontre avec Jackson Richardson, qui est le handballeur que vous connaissez tous. Qui avait joué à l'OM Vitrolles, si je ne me trompe Absolument. pas. C'est là où vous êtes connus peut-être. Oui, absolument. Ouais. Nos épouses se connaissaient bien. Et le hasard des rencontres, et puis la capacité à accompagner, et puis la capacité à expliquer différemment. Parce que quand vous passez votre temps à être caractérisé de nul et que vous finissez, ou ce que j'ai eu le plaisir de progressivement devenir, vous découvrez des compétences qui sont des compétences qui s'enseignent peu. Forment donc une forme de praxis, une capacité à comprendre, une capacité à ressentir, une capacité à donner de la signification, une capacité à appréhender les situations, à faire de la pseudo-sérendipité, des découvertes dans le hasard. Et tout ça, j'ai voulu le caractériser. Je me suis alors rendu compte que ce qui existait dans le sport, où le sport est le terreau le plus fertile de tout ce que je décris, ces transferts à l'entreprise étaient pour moi évidents. Ces doubles rencontres, en fait, qui m'ont à la fois passionné parce que l'un et l'autre se fertilisaient. Vous êtes rencontrés, je crois, avec RLD. Ouais. Tu peux raconter ? Absolument, oui. Robert Louis Dreyfus a été mon ami. Et puis, il m'a aidé aussi à me révéler. Il m'a aidé aussi à me révéler parce que des amitiés communes, Yves Marchand, qui arrivait à l'Olympique de Marseille, le team Adidas, que j'avais eu le plaisir de construire avec les athlètes qui étaient sponsorisés par la marque, m'ont rapproché de lui. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a compris très vite, très tôt. Et puis un jour, il est venu me voir, il me fait « Bon, allez, tu rates un peu là, maintenant je veux m'associer avec toi. » Je dis « Moi, associé de Robert Louis Dreyfus ?» Je dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Ça me regarde moi, donc que peut-on faire ensemble ?» Et ça a été le début, en fait, aussi d'un constat que je savais faire plein de choses, et que dans certains univers, ce plein de choses était très largement valorisé et nécessitait donc pour moi d'être excellent au regard aussi de la confiance qu'on m'octroyait. Alors, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui te regardent en ce moment. Et justement, c'est quoi tes 3 conseils en termes de management ? Alors, c'est toujours très délicat de conseiller les autres quand soi-même, des fois, on n'avait pas envie d'écouter de conseils. On avait plutôt envie d'entendre ce qui nous fait résonance. Au-delà d'un conseil, j'aurais simplement une première recommandation. On n'est rien sans les autres. Clairement. Quand on choisit d'être chef d'entreprise et qu'on a des collaborateurs, sa vraie performance, c'est la performance de ses collaborateurs. Ça, c'est quelque chose d'indubitable. C'est la base, ça. C'est le postulat, en fait, de ce que manager veut dire. Exact. Ensuite, l'autre approche que j'ai pu passer à l'épreuve de la réalité de ma vie, c'est que le courage, la sincérité et l'authenticité payent toujours. Ne jamais jouer un rôle, ne jamais essayer de ressembler à ce qu'on n'est pas, et pire que ça, essayer de ressembler à ce qu'on espère être. Non, ce qu'on espère être, il ne faut pas tendre à y ressembler, il faut le devenir. Donc pour le devenir, il faut accepter la réalité telle qu'elle nous est présentée,
pour un jour mieux la transgresser. Donc accepter ce qu'on fait mal, ne pas hésiter même à en parler, ne pas hésiter à mettre des mots sur ses craintes et ses angoisses, parce que sinon, on est extraordinairement en résignation de frustration, ça se voit, et surtout, on sonne faux. Et franchement, Patrice, tu suivrais toi un patron qui sonne faux? Jamais. Non. Alors, ton histoire, parce que l'Olympique de Marseille, nous sommes ici à Marseille. Ton histoire avec l'OM, c'est quoi? Une histoire de passion, une histoire de cœur, une histoire de conviction, ou tout simplement une histoire d'amour? Alors, les trois, déjà. Les quatre. Oui, les quatre, pardon. C'est vrai, je suis désolé, j'en ai sauté une en fait, parce que dès qu'on parle d'amour, je ne suis jamais trop bien dans quelle case le mettre. En fait, c'est circonstanciel au départ, mais c'était un rêve. Et quand le rêve a failli s'exaucer, j'ai refusé plusieurs fois d'intégrer l'Olympique de Marseille à la demande de Robert Louis Dreyfus, donc, parce que je ne m'en sentais pas capable. Et j'ai eu le plaisir de participer à une aventure avec un homme extraordinaire qui était Pape Diouf. Et être au soutien de Pape Diouf, ça avait une signification pour moi, parce qu'elle était en partage de valeurs. Donc oui, j'ai été dans le directoire avec lui de l'Olympique de Marseille, et puis j'ai aussi fait le constat qu'une fois que j'avais exaucé mon rêve, c'était pas mon destin, parce que j'avais pas l'hyper-compétence, selon moi, qui doit caractériser un président de club de football. Moi, je suis très construit sur des choses délivrées, délivrables, et là, on est dans un univers où on manage en permanence et sa représentation et l'émotion et les promesses et les espoirs qui nous entourent. Donc, je me suis assez vite déclaré incompétent, même si le sport est effectivement un univers que je connais relativement bien. Incompétent parce que je n'avais pas cette compétence-là d'être un homme en fait politique. Parce que la particularité d'un club de football, c'est que vous êtes dépositaire d'une fierté d'appartenance d'un territoire. Et donc, vous entretenez en permanence une notion de bien commun symbolique. Et moi qui suis quelque part très factuel, qui ai besoin d'évaluer la réalité de ce que je fais, de la passer à l'épreuve permanente de ce que l'on a décidé et que l'on doit faire pour voir si c'est réalisé, là c'est complètement autre chose. Vous êtes en ajustement de posture quasi permanent et très souvent, vous êtes plus vous êtes ce que les autres veulent de vous. Et là, ça contrarie un peu mon esprit de liberté. La liberté. Il y avait un homme qui nous a quittés il y a quelques temps, qui était Bernard Tapie, que tu as connu. Oui, je l'ai connu, oui. J'ai connu M. Tapie, oui, j'ai connu. Alors justement, j'ai connu Bernard Tapie, oui. Parle-nous de cette rencontre et de ces moments, je pense. C'est toujours à cause de Robert Louis Dreyfus. Quand il est revenu au club, j'avais eu le plaisir de le croiser. C'est un homme fascinant. Voilà. C'est un homme qui ne ressemble qu'à lui. Il était absolument fascinant. Capable de déjouer toute forme de croyance, capable de vous persuader que tout était possible. Et moi, en fait, la vraie image que je garde de Bernard Tapie, il a fait ce qu'il a fait. On est tous janusiens, on a tous nos parts sombres. Mais je garde ses 3 dernières années de vie. En fait, dans ces 3 dernières années de vie, il a caractérisé pour beaucoup de gens qui en ont besoin une forme d'espoir en acte. Et moi, c'est ce qui me restera de Bernard Tapie. Et en ce sens, je suis hyper heureux de l'avoir rencontré. Oui. Pour passer justement d'un sujet à l'autre, on dit souvent, tu tombes 7 fois, tu te relèves 8 fois. Bernard Tapie, le rebond, le projet rebond, c'est quoi? Le projet rebond, c'est une très belle aventure qui n'aurait jamais dû exister sans des rencontres comme j'aime à les faire, en fait, ou sans la possibilité de penser à côté, voilà, de penser un peu à côté, hors norme, anticonformiste. On pitchait en tant que titulaire de chaire, oui, c'était ça, à Aix-Marseille Université. Moi, mon métier, c'était la relation dans la haute performance, donc décider, se comporter, les déterminants motivationnels. Et puis, je vois un petit monsieur que je connaissais bien, qui ne connaît pas le professeur Patrice Viens à Marseille, qui est devenu mon ami, qui me regarde et qui me dit je sais pas quoi, mais il y a un truc dans ce que tu me dis. Nous, en relation, c'est pas notre job. Et on a besoin de penser quelque chose de différent. Et c'est ainsi que je me suis immergé à l'Institut Paoli Calmette à Marseille, avec mes équipes. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, peut-être que le coaching d'inspiration haute performance sportive avait sa place au moment du rétablissement psychologique et social des patients en rémission. Parce que la rémission, c'est la deuxième mi-temps du soin. C'est le moment clé où on peut redevenir, et très souvent, on n'est
pas toujours accompagné ou accompagné avec plein de gens de bonne volonté qui vous aident comme ils le peuvent, mais on se sent aussi très seul. Et puis certaines fois, beaucoup de patients aussi, j'ai découvert le syndrome de Lazare, sont guéris, mais sont presque coupables à leurs yeux. La famille dit, tu as vu ce qui t'arrive, maintenant t'as dit repars, alors repars. Repars, mais ma vie, elle était contingentée au rythme de mes rencontres avec mes oncologues, et tu me dis repars, et j'ai plus personne, là, j'ai plus de repères. Et surtout, j'ai perdu ma fiabilité à moi-même. Et j'ai une identité de cancéreux. Et je ne sais plus ce que je vaux. Donc, on s'est dit qu'on allait tester une approche de coaching qu'on a l'habitude de faire dans notre performance sportive. Et Robon est né. Et derrière ça, un livre Oui. est né également. Tu peux nous en dire deux mots? Avec plaisir. Avec plaisir, parce qu'on pense tous à la fac et dans notre unité de recherche qui est très expertise autoperf, on pense tous que c'est la plus belle des choses qu'on ait jamais réalisées. En fait, on a accompagné des patients, on a eu des résultats. Certains résultats sont très probants, mais moi je me méfie toujours de ce qui est très probant. Ça nécessite qu'on le revalide, ça nécessite la gestion de cohorte, mais nous sommes dans une société qui est tourmentée, où la polémique est omniprésente, où les gens... Un côté un peu anxiogène, non? Oui, c'est anxiogène, mais en même temps, c'est quasiment des relations délétères. Et pourtant. Et on a eu envie de poser un message d'espoir. Ouais. Dans le message d'espoir, c'était écrire où nous en étions de tous ces travaux depuis 8 ans. Et on a décidé, et là j'ai été super accompagné par Elsa Lafont, que je remercie, qui m'a dit « Ah oui, moi tu viens écrire chez moi. Tu viens écrire chez moi parce qu'en fait, Robon, c'est l'espoir et son chemin. » Et donc, oui, on a eu besoin et envie de défendre et de passer un message d'espoir. Le rebond, c'est aussi servir l'avenir. Alors aujourd'hui, on est ici à Marseille, l'Olympique de Marseille, le Cercle National de Marseille. On vibre à Marseille. Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Ma famille, mes enfants, ma petite fille, mes amis. Et le fait de ne pas savoir aujourd'hui ce que je vais apprendre demain, et en même temps ce que je vais entreprendre après-demain. En fait, ce qui me fait vibrer, c'est le mouvement au nom de mes valeurs. Au nom de toujours cette logique d'entreprise qui me fait un bien fou, qui me nourrit, qui me valorise, mais qui aussi me donne vraiment le sentiment d'être utile à d'autres. Donc ce qui me fait vibrer, c'est l'esprit d'entreprise. On te sent vivant. La vie, c'est capital. Et puis chez toi, elle vit la vie. Si tu devais retenir, je vais te dire, une seule leçon que t'a donnée la vie, ce serait laquelle? C'est une bien belle question, mais qui nécessite qu'on y réfléchisse. Mais je ne vais pas y réfléchir longtemps. Deviens ce que tu es, n'aie pas honte de ce que tu es, car souvent c'est bien plus précieux que ce que tu ne le crois. C'est beau ça. C'est ce que je pense. Pierre Dantin, les yeux dans les yeux, face à la caméra, en face de toi. Pour conclure cette émission, cette interview, qu'as-tu envie de dire aux très nombreux entrepreneurs qui nous regardent? Tout est possible. Regardez-moi, vous avez vu mon histoire, mais aussi et surtout, vous avez choisi le chemin de liberté. La liberté de faire, la liberté d'entreprendre, la liberté de devenir. Alors je vais être très nietzschéen, continuer à devenir ce que vous êtes, et surtout continuer à être très important pour tous ceux qui vous entourent. Parce que le vrai entrepreneur naît d'abord et vit toujours sur la compétence de ceux qui les entourent. Je retiendrai 3 mots de cet entretien. Liberté, égalité et surtout investissez. Merci beaucoup Pierre Dantin. Merci à toi.